Et avec nous pour ce club, Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Merci d'être avec nous, ancien chef du RAID, spécialiste des questions de sécurité. Michael Prazan, bonjour. Merci également d'être avec nous, écrivain, réalisateur. Vous avez travaillé sur la question terroriste à travers des livres et documentaires. Et on va parler avec vous de la résurgence du terrorisme en France et en Europe. Après l'attaque de Moscou, Emmanuel Macron a déclaré que la France était visée par la même branche de l'État islamique que celle qui a frappé la Russie. Alors est-ce la seule menace? Sommes-nous suffisamment armés pour y faire face? On va voir tout ça avec vous, Mathias. Le plan Vigipirate a été rehaussé à son niveau maximal. Vous nous direz ce que ça implique? Et oui, on regardera les spécificités du niveau urgence attentat. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions, du côté de Nice, où on retrouve Denis Caro. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Denis, on va parler avec vous des menaces qui pèsent sur plusieurs lycées de France. Et parmi ces lycées, il y a le lycée Tocqueville à Grasse. Oui, bonjour Ariane, bonjour à tous. Effectivement, c'est un nouveau fléau auquel sont confrontés les établissements scolaires depuis quelques jours. En une semaine, plus de 320 alertes ont été déclenchées dans 20 académies en raison de menaces d'attentats. Et ça a été le cas hier en Île-de-France. Et effectivement, mardi, ces alertes ont semé la panique dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, où plus de 40 lycées ont été visés. Dans tous les cas, le mode opératoire était le même. Un message particulièrement inquiétant envoyé via les espaces numériques de travail, ces messageries internes aux établissements. À Nice, à Antibes, à Valbonne, le mail mentionnait à chaque fois l'État islamique et il menaçait de faire exploser l'établissement. Face à l'ampleur de la menace, le rectorat a été obligé de fermer certains établissements et c'est le cas du lycée Tocqueville à Grasse qui est resté fermé toute la journée. Et on se souvient que ce lycée avait été victime d'une fusillade en 2017, d'où l'émotion et l'émoi créés par cette menace. Alors, depuis, les lycées ont pu rouvrir, mais les messageries des établissements, de tous les établissements du secondaire dans les Alpes-Maritimes et dans le Var ont été déconnectées. C'est le cas des lycées, mais aussi des collèges. L'idée, c'est d'éviter de nouvelles intrusions et depuis, la vigilance est de mise. Des patrouilles ont été renforcées autour de tous les établissements scolaires de l'académie et le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, a lancé un appel solennel à la vigilance et à la responsabilité des habitants. Et Denis, à la une de Nice Matin, aujourd'hui, vous revenez sur les affrontements qui ont eu lieu dans le quartier des Moulins, affrontements liés au trafic de drogue. Oui, c'est récurrent dans le quartier des Moulins comme dans beaucoup de quartiers en France, mais c'est vrai que le quartier des Moulins concentre énormément de difficultés et vit très régulièrement des flambées de violence. Alors, entre deux opérations place nette avec la police qui débarque pendant plusieurs heures, la violence reprend et les trafics reprennent leurs droits très rapidement. Ça a été le cas ce week-end et ça a été le cas particulièrement mardi où des affrontements ont eu lieu en plein jour, des rixes entre bandes, un policier a été blessé, des coups de feu ont été tirés et nous avons rencontré hier des maires du quartier qui nous disent leur ras-le-bol, elles n'en peuvent plus de vivre dans un quartier où l'insécurité est aussi grande, où les trafics de drogue rythment la vie du quartier. Elles nous expliquent qu'elles en sont réduites à empêcher leurs enfants de sortir, d'aller dans les jardins, qu'elles vont de leur domicile à l'école la boule au ventre, des témoignages très forts et particulièrement édifiants. Merci Denis, c'est à lire à la une de Nice Matin. Le cri des maires des Moulins, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Denis Caro d'avoir été avec nous. Je vais vous faire réagir messieurs, d'abord à cette dernière info de Denis Caro et cette cité des Moulins à Nice gangrénée par le trafic de drogue. Il y a une commission d'enquête sénatoriale en ce moment au Sénat sur le narcotrafic et dans cette commission d'enquête, il est évoqué le lien entre trafic de drogue et terrorisme. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a des ramifications? Jean-Michel Fauvergue. Oui, très clair, depuis longtemps. D'ailleurs, Mohamed Merah était un vendeur de drogue, donc très nettement, depuis longtemps. Et effectivement, c'est un
un recrutement privilégié dans ce domaine-là d'individus radicalisés. Il y a deux choses qui fonctionnent pour les individus qui se radicalisent. D'abord, une victimisation extraordinaire. Ce sont des victimes de la société, d'une manière générale. Je parle des individus qui sont chez nous, des terroristes chez nous. Et ensuite, effectivement, un passé délinquentiel important, et en particulier dans le trafic de drogue. Est-ce qu'on sait si le trafic de drogue sert aussi à financer en partie le terrorisme? Il y a des liens au niveau du financement? De ce point de vue-là, il faut être très prudent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des liens, il y en a certainement encore beaucoup. Il y a eu des liens par le passé. Je peux vous donner mon expérience personnelle. J'ai été chef d'un service de stup en Seine-Saint-Denis dans les années 90 et on avait fait une affaire extraordinaire de stupéfiants internationaux. Ça partait de la Seine-Saint-Denis et dont l'argent récolté servait à l'époque à financer le PKK. Le Parti kurde. Et donc oui, vous avez ce financement de cette manière-là. Oui, ça existe sans doute encore. L'autre information dont nous parlait Denis Carreau, c'est ces menaces qui pèsent sur plusieurs lycées de France. Mickaël Prazan, vous avez enseigné, vous, pendant plusieurs années. Est-ce qu'on peut voir dans les menaces sur ces lycées, sur ces collèges, une volonté de déstabiliser notre société ? Oui, alors l'école est une cible prioritaire des groupes terroristes et djihadistes en particulier. On comprend bien pourquoi. C'est évidemment l'ennemi fondamental de l'islamisme parce que ça produit, disons, de l'homogénéité sociétale et il mise évidemment sur le séparatisme, sur le fait de séparer les communautés musulmanes qui sont leurs cibles prioritaires du reste de la société, et puis ils sont pour l'émancipation des esprits, ce qui est la vocation même de l'école. Donc il faut tenir ces populations, il faut les séparer du reste de la société, et surtout c'est un combat idéologique. Les islamistes n'ont jamais oublié la loi sur le voile à l'école, enfin sur les signes religieux. Ça, c'est vraiment un casus belli fondamental pour eux. La question du voile est absolument essentielle. Et l'école, l'éducation nationale apparaît dans toutes les menaces diffusées, imprimées par Daesh, par Al-Qaïda depuis des années. Donc ça, c'est une évidence. Après, est-ce que ça vient de là, ces menaces qui pèsent aujourd'hui et qu'on entend dans différents établissements scolaires de France? Ça n'est pas sûr. C'est pas l'habitude des terroristes d'avertir de ce qu'ils vont faire. Alors peut-être veulent-ils maintenir une pression et une terreur sur la société française, sur l'école française en particulier, c'est bien possible. Mais enfin, une manipulation russe, par exemple, n'est pas non plus à exclure. Est-ce que, au-delà de ces menaces actuelles, effectivement, Mickaël Prazan, vous avez raison de le préciser, est-ce qu'aujourd'hui, l'école, c'est une cible prioritaire pour les terroristes ? Pour les terroristes, aujourd'hui, en France, les cibles, c'est tout ce qui représente autorité. Alors, l'école, c'est à la fois l'autorité avec l'enseignant qui représente l'autorité d'une manière générale, mais c'est aussi les savoirs. Et ça, effectivement, ça a été bien dit par Mickaël, les radicalisés n'en veulent pas. On n'est pas sur un phénomène où on va prendre en compte l'éducation. Au contraire, on est sur un phénomène qui décline dans ce domaine-là. Et donc, il y a une double, c'est une double cible de ce point de vue-là. Mais après, tout ce qui représente l'autorité est une cible. La police, la gendarmerie, les militaires, les pompiers, tout ce qui représente l'autorité d'une manière générale. Un mot sur cette question de laïcité, Mickaël Prazan. Je crois que vous connaissez bien la cité Maurice Ravel dont il est question, avec ce proviseur qui a démissionné, en tout cas qui s'est mis en retrait de ses fonctions parce qu'il avait été menacé de mort après une altercation avec une élève à laquelle il avait demandé de retirer son voile. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire? Quel regard vous portez dessus? Il y a une espèce de... Vous savez, on appelait avant l'armée la grande muette. On a un petit peu ce genre de comportement aussi au sein de l'éducation nationale. Bon, tout le monde a entendu, c'est devenu un lieu commun, le pas de vague. Mais malheureusement, c'est des habitudes qui ont la vie dure. Et j'ai l'impression que ça demeure encore au sein de l'éducation nationale. C'était évidemment malgré les déclarations de Gabriel Attal. Oui, alors bon, ils sont aussi un peu pris à contre-pied par la décision du rectorat à ce propos. Voilà,
voilà, si vous voulez, c'était pas au proviseur de partir, c'était évidemment à l'élève fautive d'être exclu. Et je pense que les moindres manquements d'autorité nous affaiblissent et donnent des gages et du grain à moudre à ceux qui cherchent évidemment à jeter le trouble dans la société, que ce soit par différents facteurs qui ne sont pas nécessairement terroristes, mais enfin l'islamisme progresse aussi indépendamment de son versant djihadiste. Et il progresse évidemment parmi les jeunes et notamment dans les réseaux, parmi le public scolaire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, il me semble que dans cette affaire-là, la jeune fille a été exclue assez rapidement. Donc l'État a joué son rôle de ce point de vue-là. Gabriel Attal a dit hier qu'elle n'était plus dans l'établissement. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, l'État a joué son rôle. Je pense que si on veut et on doit combattre l'islamisme, il faut le combattre sur tous les fronts. Il faut à la fois un État fort, une administration qui soutienne effectivement ces enseignants. Mais il faut aussi un courage individuel. Il ne faut pas abandonner. Il faut pas. Alors c'est facile de dire peut-être ces choses-là, quoique moi je les ai vécues, mais je pense que notre population doit avoir le courage aussi de se battre et d'être aux côtés de son État, quel qu'il soit, de ses gouvernants, quels qu'ils soient, pour combattre cette gangrène-là qui va encore nous impacter. Et on a besoin du courage de tout le monde, de tous. Parce que c'est vrai que l'attaque de Moscou le week-end dernier a remis en lumière la menace terroriste sur le pays. Jean-Michel Fauvergue, quel est aujourd'hui l'état de la menace terroriste en France ? Il est important. Il est important, mais vous savez, depuis qu'on a été frappé au cœur, depuis l'affaire Mohamed Merah et ensuite 2015, etc., depuis qu'on a été frappé au cœur, la menace terroriste a connu des hauts et des moins hauts. Pas de bas. Des hauts et des moins hauts. Et la menace terroriste a toujours été importante. Aujourd'hui, elle l'est parce que on voit à travers ce nouvel attentat, et en particulier l'État islamique au Khorasan, on voit une menace qui s'était un peu éloignée, qui est une menace exogène. Et qui revient et qui renforce la menace endogène. Parce que la France a aussi le triste privilège, elle n'est pas le seul pays européen avec ça, mais elle a le triste privilège de nourrir en son sein aussi ses propres terroristes, qui sont français, qui sont de nationalité française pour la plupart. Mais la menace, juste aujourd'hui, elle vient plus de l'intérieur ou de l'extérieur dans notre pays ? C'est une menace combinée. C'est une menace combinée. Moi, je n'ai pas les détails précis de la menace, vous en doutez. J'ai quelques renseignements, mais je n'ai pas tous les renseignements. Les services de renseignement aujourd'hui sont en train de revoir aussi leurs analyses, leur logiciel. Et c'est sans doute une menace combinée qu'il va falloir prendre en compte, qu'il faut prendre en compte maintenant, et qui est prise en compte d'ailleurs, et en particulier à la perspective des Jeux Olympiques. Oui, on va en parler évidemment des Jeux, Michael Prazan. Oui, la menace terroriste, c'est complexifié, c'est diversifié, c'est étendu. Si on remonte, disons, la litanie des attentats qui nous ont frappés, on constatera que, par exemple, Mohamed Merah, c'était quelqu'un de chez nous. Enfin, c'était une menace purement endogène. Et puis ensuite, on a eu un autre phénomène, c'est-à-dire des gens qui étaient partis sur des théâtres djihadistes, des théâtres de guerre, que ce soit l'Irak ou la Syrie, et qui étaient français, et qui sont revenus ensuite faire des attentats en France. Ça vaut pour les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, ou évidemment du Bataclan. Et puis ensuite, on a eu toute une série de petits attentats, parce qu'effectivement, le grand foyer, le sanctuaire irako-syrien a été démantelé. Des gens qui n'avaient aucun lien avec la France, qui étaient venus par des filières de migration et qui ont ciblé la France via des attaques notamment au couteau. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles, je pense au pont Bir Hakeim, étaient déjà ordonnées ou revendiquées par l'État islamique au Khorasan, pardon. Et donc, voilà, on a une multitude aujourd'hui d'acteurs potentiels qui sont capables de perpétrer des attentats sur le sol français. L'État islamique au Khorasan, c'est celui qui a revendiqué l'attaque de Moscou et dont Emmanuel Macron dit qu'il menace également la France. La France, c'est une cible particulière pour l'État islamique aujourd'hui ? La France a toujours été une cible particulière et effectivement, il est allé
plus loin que ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il l'a dit, et le Premier ministre l'a dit aussi, qu'il y a eu 2 attentats réels qui sont deux tentatives d'attentats depuis le début de l'année, déjouées à mettre sur le compte de l'État de IKA, État islamique au Khorasan. Oui, la France est une cible particulière. Pourquoi elle est une cible particulière? Non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est, la France. La France, c'est les pays de droits de l'homme. La France, c'est le pays, on l'a dit tout à l'heure, du voile à l'école. La France, c'est le pays de l'égalité de l'homme et la femme. Et en fait, les islamistes, quelle que soit leur tendance, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les wahhabistes, que ce soit d'autres types d'islamistes, en fait, n'en veulent pas, ne veulent pas de cette égalité de l'homme et de la femme. Et comme elle est portée haut et fort par la France depuis très longtemps, la France est attaquée pour ça. Et puis la France a aussi eu des actions au Levant, donc ça, personne ne l'oublie. Et voilà pourquoi nous sommes des cibles. Mais nous ne sommes pas les seuls. Regardez ce qui se passe en Allemagne, qui pourtant a été plus en retrait sur ces combats-là. Regardez ce qui se passe traditionnellement en Belgique, ce qui se passe au Royaume-Uni. On est attaqué de partout, mais la France doit effectivement, maintenant, avec la venue de ces grandes festivités que sont les Jeux Olympiques, elle doit se prémunir de ça. Michael Prazan, c'est une cible particulière, la France ? C'est une cible fondamentale pour toutes les raisons qui viennent d'être énoncées par Jean-Michel Fauvergue. Et puis aussi, bien entendu, le fait qu'elle ait pris part au bombardement, notamment à Mossoul, à Raqqa, sur le territoire même de l'État islamique. Et ça, si vous voulez, les islamistes ont la mémoire longue. S'ils s'attaquent aujourd'hui à l'Iran, s'ils s'attaquent à la Russie notamment, c'est pour ces mêmes raisons. Et aussi, bon, il y a un contentieux plus ancien avec la Russie du point de vue de l'Afghanistan notamment. C'est une vieille histoire qui a été le théâtre de plusieurs guerres. Et vous savez, la référence fondamentale des islamistes, ça reste les croisades. Donc voilà, ils ont une mémoire quand même très longue et ils n'oublient pas. Et évidemment, de ce point de vue-là, la France, pour ce qu'elle représente, pour son discours, pour sa volonté évidemment égalitaire, et ça a été rappelé, notamment l'égalité homme-femme, qui leur est absolument insupportable, et aussi pour tous les contentieux liés aux différents conflits qui ont eu lieu ces dernières années, la France reste une cible fondamentale et prioritaire, c'est évident. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où est présent cet État islamique? Est-ce que l'Afghanistan, c'est un foyer d'exportation du terrorisme? L'État islamique, c'est une nébuleuse avec plusieurs branches, donc il est présent un peu partout. Et effectivement, aujourd'hui, il est très actif au Khorasan, c'est-à-dire ça part de l'Afghanistan, mais toute l'Asie, tout cet aspect Asie centrale, etc., avec à la fois des foyers à l'intérieur des pays, Kurdistan, Tadjikistan, etc., mais non seulement des foyers, mais aussi des cibles, ce sont aussi des cibles ces États-là. Et donc, pour le coup, celui-là est très actif et s'exporte énormément. Vous voyez, il s'est exporté jusqu'en France où il y a eu 2 attentats déjoués, mais le reste de la nébuleuse de l'État islamiste ou associé est toujours très actif. On les voit sur la bande de Gaza. On parle beaucoup du Hamas sur la bande de Gaza, mais vous avez un État islamiste aussi sur la bande de Gaza. On le voit en Afrique. On le voit en fait un peu partout. Est-ce que le fait que l'État islamique soit capable de perpétrer une attaque, comme ça a été le cas à Moscou, c'est-à-dire une attaque de masse dans une capitale protégée, ça montre que l'État islamique a retrouvé des capacités d'action préoccupantes? Oui, c'est une démonstration. Alors, c'est vrai que, vous savez, les sanctuaires djihadistes et terroristes d'une manière générale, on pourrait remonter jusqu'aux années 60, c'était un autre type de terrorisme, se déplacent et se reconstituent. Alors évidemment, on a eu, dans le cas du djihadisme, l'Afghanistan qui a été le principal sanctuaire pendant presque une décennie. Ça s'est déplacé ensuite, il y a eu un peu la Bosnie, etc. Et puis évidemment, l'Afghanistan du temps de la première mouture des talibans, du temps d'Al-Qaïda, et puis ensuite ça a été l'Irak, et ensuite la Syrie. Aujourd'hui, on peut imaginer que quelque chose est en train de se passer ou de se reproduire de ce point de vue-là en Afghanistan, mais
mais il y a évidemment le Sahel, il y a le Yémen, il y a différents foyers duquel peuvent être projetés des menaces terroristes qui ciblent l'Europe et la France en particulier. Donc oui, la menace, elle est très très difficile à circonscrire et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, elle peut venir aussi très bien via Internet, via une espèce de sanctuaire dématérialisé qui est un rappel à l'ordre ou qui lance, disons, des fatwas ou des cibles, et ensuite, à ceux qui s'identifient à cette idéologie sur place, de prendre l'initiative de perpétrer des attentats. Donc, encore une fois, la menace, elle est multiforme, elle est protéiforme et elle est très difficile à circonscrire. Et si on veut véritablement la surveiller, ça demande un nombre d'effectifs policiers considérable et qui n'est pas à notre mesure, il faut bien le dire. Et qu'on n'a pas aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de combattre cette menace? Bien évidemment qu'on a les moyens de combattre. Bien sûr qu'on a les moyens de combattre cette menace. Il faut surtout pas laisser s'évader cette idée qu'on n'a pas les moyens. Bien sûr qu'on les a les moyens, mais véritablement, on a les moyens légaux, on a les moyens en matériel, en hommes, en technique. Évidemment qu'à un certain moment, il faut les renforcer en fonction de ce qu'on fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme cette menace est protéiforme, à un certain moment, évidemment, et surtout là, je pense aux individus qui se radicalisent assez rapidement et qui sont sur notre terreau, même sur notre pays, ça peut passer au travers du filet. Mais il faut qu'on soit à la fois résilient, à la fois attentif, à la fois résilient, qu'on se serve des moyens de l'État et que toute la population, et ça c'est un peu notre point faible, que toute la population soit réunie autour de cette lutte antiterroriste pour pouvoir aider l'ensemble des gouvernants. J'ai vu qu'il y a un sondage actuel qui dit que les Français sont maintenant de plus en plus pour ces Jeux Olympiques et l'ouverture des Jeux Olympiques, et qu'ils sont derrière leur État de ce point de vue-là. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on n'était pas sur ces tendances-là récemment. C'est-à-dire qu'on a une population qui maintenant se met en ordre de bataille derrière ses gouvernants, quels qu'ils soient. Je ne parle pas de la couleur politique. Mais juste, on va parler des JO, mais pour vous, les Français, ils ne sont pas suffisamment... c'est quoi? Ils ne sont pas suffisamment conscients de la menace terroriste? Ils ne sont pas suffisamment en soutien des actions pour lutter contre la menace terroriste? Je pense que notre population française, d'une manière générale, de manière particulière, les populations de nos pays européens, et en particulier à l'Ouest, ne sont pas assez conscients des menaces que nous avons. D'un côté, la guerre en Ukraine contre la Russie, de l'autre côté, ces menaces terroristes. Et ça, ces menaces terroristes et cet état de guerre, on va vivre quelque temps avec, et il nous faut derrière une population qui soit non seulement résiliente, elle l'est, la population française, mais qui soit en homogénéité avec ses gouvernants de ce point de vue-là. Mickaël Prazan, vous êtes d'accord? Il y a un manque de conscience des Français de ce qui se passe? Il y a une forme de naïveté? Je ne pense pas. On a été quand même durement frappés depuis longtemps maintenant. Donc je crois qu'il y a quand même une prise de conscience qui a eu lieu. Qu'est-ce que peut la population de ce point de vue-là? C'est difficile à dire, comment elle réagit. Alors, on a toujours tendance à réagir un peu après coup, surtout dans, disons, la manifestation du deuil. Maintenant, comment prévenir, comment alerter la population, je ne sais pas trop. Après, pour ce qui concerne les terroristes potentiels qui sont sur notre sol, c'est quand même beaucoup de gens aussi. Donc, c'est vrai que si la population... Vous savez, il y a aussi le précédent historique de Vichy, le problème qu'on peut avoir avec des mots comme délation, etc. Donc tout ça, c'est aussi des freins. Moi, je me souviens, une petite anecdote rapide et personnelle. Je filmais pour un documentaire La justice en marche au tribunal de Vienne, dans l'Isère. Et puis était arrivé un jeune homme qui était habillé en camis afghan, etc., qui tenait vraiment, qui avait pris la main sur sa famille, qui donnait des ordres à ses petites sœurs, à ses parents. Et ce type était tout à fait prêt, il était très jeune, il avait 17 ans, il était tout à fait prêt à partir pour la Syrie. On était dans ce moment-là. Et le procureur de l'époque avait appelé les bailleurs sociaux, enfin tous les acteurs de la société locale, à faire remonter le renseignement. Et donc je vais voir la jeune greffière qui était là et je lui dis, est-ce qu'il y a un renseignement à faire remonter sur ce jeune homme, ne serait-ce que pour lui sauver la vie, parce que s'il part en Syrie, il reviendra peut-être pas. Et elle m'a dit, nous ne sommes pas des collabos. Donc il y a encore ces réticences-là, si vous voulez.
Et je crois qu'il y a des maillons qui sautent, avec une prise de conscience accrue, bien entendu. Mais la réaction de la population, c'est aussi un indicateur pour nous de cette menace et de la manière dont il faut lutter contre elle. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on a, voilà, la sécurité aujourd'hui, la sécurité au sens général et antiterrorisme en particulier, elle doit être globale. C'est-à-dire que tout le monde doit participer de sa sécurité, en particulier la population. Et effectivement, il y a des freins qui sont dus à notre histoire, et ces freins, il faut les faire sauter. Aujourd'hui, on n'a pas, on doit se battre, surtout, on doit aviser dès qu'il y a un problème particulier. La population doit être en un événement, et la population doit être courageuse. Elle ne doit pas démissionner aujourd'hui. Elle doit rester là où elle est et elle doit lutter contre ces problématiques. Alors après l'attaque de Moscou, le gouvernement a décidé de rehausser le plan Vigipirate. Il est aujourd'hui à son plus haut niveau, le niveau urgence attentat. Mathias, qu'est-ce que ça signifie? Le niveau urgence attentat, c'est le 3e et dernier échelon du plan Vigipirate. Il y a d'abord le niveau de vigilance qui correspond à la posture permanente de sécurité, puis le niveau sécurité renforcé risque attentat. Là, l'État adapte la réponse à une menace terroristes élevés, voire très élevés. Plusieurs mesures additionnelles peuvent alors être activées et ciblées à des domaines spécifiques, les aéroports, les gares, les lieux de culte, etc. Ce niveau de sécurité renforcé peut s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Et enfin, le niveau urgence attentat. Sur le site du gouvernement, il se définit en ces termes. Le niveau urgence attentat peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée. Le temps de la gestion de crise, il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens. C'est seulement la 4e fois que ce niveau est activé depuis 2016. La dernière fois, c'était à la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, c'était en fin d'année dernière. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Alors ces premières mesures visibles sont le déploiement de plus de patrouilles sentinelles dans l'espace public. Gabriel Attal a annoncé lundi qu'en plus des 3000 militaires déjà mobilisés dans le cadre de l'opération, 4000 vont être mis en alerte pour soutenir le dispositif. Il y a également le renforcement des filtrages et la fouille des sacs. Ensuite, ce niveau d'alerte met en place 300 mesures exceptionnelles contraignantes pour prévenir tout risque d'attentat qu'on peut retrouver également sur le site du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. On retrouve par exemple le déploiement d'agents de sécurité supplémentaires dans les transports en commun. À noter qu'un effort plus poussé sera accordé aux lieux de culte, les églises, les synagogues, les mosquées, aux bâtiments scolaires, mais aussi à tout ce qui touche au domaine public comme les lieux de pouvoir. Les rassemblements festifs, culturels et religieux feront aussi l'objet d'une surveillance accrue. Jean-Michel Fauvergue, il était nécessaire de rehausser ce niveau? Oui, parce qu'on a une alerte très forte en ce moment, bien évidemment. Il était nécessaire de rehausser ce niveau avec la présence de nos militaires dans les rues, mais pas que. On a aussi, ça a été cité, la sécurité privée armée. À la RATP et à la SNCF, dont les patrouilles sont renforcées. Effectivement, il faut se servir de tous les acteurs que l'on a de sécurité. La police nationale, la gendarmerie nationale, les polices municipales qui sont des acteurs importants de sécurité, la sécurité privée dans les endroits où elle est présente. Il faut mieux l'associer à cette lutte antiterroriste. Je pense que là, on a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, pour les Jeux Olympiques, il va y avoir un recrutement d'agents de sécurité privée. Et le dernier maillon, je le répète, quitte à devenir lourd, c'est la population, l'éveil de la population, bien sûr. Les Jeux Olympiques, justement, c'est dans 4 mois, c'est une cible de choix pour les terroristes, Mickaël Prazan. C'est évident, c'est une exposition mondiale. Vous savez, l'attentat qui a eu lieu à Moscou, c'était aussi un peu pour se rappeler à notre bon souvenir. Nous avons eu des petits attentats au couteau, enfin voilà, qui n'étaient pas forcément très spectaculaires, qui permettaient de maintenir la menace terroriste, bien entendu. Mais là, on a eu un attentat un peu de type Bataclan. C'est beaucoup plus compliqué à organiser, c'est beaucoup plus risqué, et donc il fallait une exposition comme ça, mondiale. Nous sommes encore là, la menace est très présente et nous pouvons frapper n'importe où et n'importe quand. C'est ça le message aussi qui est délivré, pas seulement à la Russie, au reste du monde et à nous en particulier. Donc évidemment, sachant que toutes les télés du monde seront braquées sur Paris et la France, sachant le nombre de possibilités d'attentats qui existent durant ce mois de festivités, il y a de quoi être un peu fébrile. Et c'est vrai que la police a été soumise à rude épreuve quand même ces dernières années. Elle doit être très fatiguée.
tout ça joue en faveur des terroristes et de potentiels attentats. Donc évidemment, il faut être très vigilant durant cette période-là. Mais il ne faut pas renoncer. Il ne faut jamais baisser la garde et il ne faut jamais relâcher une forme de fermeté à leur égard. Sinon, évidemment, c'est un aveu de faiblesse et ça joue en leur faveur. C'est un événement qui va être très difficile à sécuriser. Je pense notamment à la cérémonie d'ouverture. Bien sûr, oui, c'est un événement qui est particulièrement difficile à sécuriser. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, mais ça veut dire qu'il faut s'y prendre tôt et le gouvernement s'y est pris. Le gouvernement et le préfet de police s'y sont pris très, très tôt. Ils y travaillent énormément. Il faut sécuriser à peu près tout. Il faut sécuriser les fenêtres des bâtiments. Il faut sécuriser le fleuve. Il faut sécuriser les abords. Il faut filtrer tout ça. Et justement, pour ce faire, on se sert à la fois de la police et la gendarmerie nationale dans toutes ses composantes, soit les groupes d'intervention, que ce soit les CRS, les gendarmes mobiles, etc., tous les groupes de maintien d'ordre. On se sert aussi de tout ce qui, en amont, de tout ce qui fait du renseignement, que ce soit notre renseignement intérieur ou extérieur. On se sert aussi des polices municipales à Paris. On se sert des services privés de sécurité. On se sert de l'armée de l'air et de l'espace, qui va faire une bulle au-dessus de la cérémonie. Donc tout ça se met en place avec un énorme poste de commandement dans lequel tout le monde va avoir son rôle. Mais évidemment que le danger est important et qu'il faut prendre évidemment très au sérieux. Merci. Rapidement, Mickaël. Oui, il ne faut pas croire non plus que les modes opératoires auxquels nous sommes habitués ne vont pas évoluer. Je sais qu'il y a des inquiétudes, notamment sur la question des drones. Il y a des inquiétudes cyber aussi. Ouais. Voilà, sur le cyber, c'est évident, mais peut-être aussi sur les puits d'eau, l'empoisonnement. Enfin, voilà. Il faut aussi être capable d'être inventif parce que eux le sont. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. On regarde, avant de se quitter, ce qu'il y a à la une de la presse régionale ce matin. Et Mathias, on démarre avec le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Oui, un départ anticipé qui a fait couler beaucoup d'encre. Le proviseur du lycée parisien a été contraint de quitter ses fonctions à la suite des menaces de mort proférées à son encontre après avoir demandé à des élèves de retirer leur voile. La Dépêche du Midi s'interroge ce matin sur cette affaire de trop, dénoncée en tout cas par toute la classe politique. Priorité à la défense, à la une de Var Matin. Et cette photo du ministre des Armées Sébastien Lecornu en visite hier à la base navale de Toulon et au 54e régiment d'artillerie de hier. Dans un long entretien au quotidien varois, le ministre revient sur un budget record alloué aux forces armées, sur la menace terroriste toujours bel et bien présente, sur l'aide à l'Ukraine plus importante que jamais et enfin sur les plaintes pour agressions sexuelles de plus en plus nombreuses au sein de la Grande Muette. Autre sujet, toutes les pistes d'économie du gouvernement ne passent pas. Alors on l'a largement évoqué sur ce plateau, parmi les pistes de coupe budgétaire dans les dépenses sociales, on retrouve la prise en charge des affections longue durée, levée de bouclier ce matin à la une de La Voix du Nord qui évoque une prestation à laquelle il ne faut pas toucher. Alors maladies cardiovasculaires, diabète, tumeur, AVC, Alzheimer, 29 maladies répertoriées qui concernent 13 millions de Français. La Corse se rapproche de l'autonomie ? Avec un vote historique, l'Assemblée de Corse marque son soutien au projet d'écriture constitutionnelle soumis par l'Élysée. C'est à une écrasante majorité, écrit Corse Matin, que les élus insulaires l'ont emporté tard dans la nuit. La balle est à présent dans le camp de l'exécutif pour avancer sur ce dossier. Allez, on termine par une touche de douceur. Ça dépend de quel côté on se place ce week-end de Pâques. Beaucoup de Français vont se ruer sur les chocolats, on les comprend. Attention toutefois aux notes salées. L'Est républicain rapporte que la flambée du cacao confronte les chocolatiers à une hausse inéluctable de ces péchés sucrés. Merci Mathias. Voilà. Bon week-end de Pâques du coup. Oui, bon week-end. On va regarder vos livres. Mickaël Prazan, Souvenir du rivage des morts. Vous voulez en dire un petit mot ? Oui, c'est un roman, mais c'est aussi une traversée sur la grande période du terrorisme international des années 70 via une organisation assez méconnue qui a rejoint le Liban et les camps du FPLP au tournant des années 70, qui est l'armée rouge japonaise et qui a sans doute initié le premier attentat suicide de l'époque moderne en 1972
à l'aéroport Lot Tel Aviv. Et Jean-Michel Fauvergue, vous, Les Hommes en Noir, servir ou faillir? Ouais. Oui, c'est un roman qui part de faits réels avec la montée et le croisement de deux ambitions, à la fois l'ambition d'un chef d'unité et l'ambition d'un terroriste qui vont monter comme ça dans les échelons ou plus au sommet de l'État et qui vont se rencontrer à plusieurs reprises. Voilà, les hommes en noir, c'est à la fois les groupes d'intervention, mais c'est à la fois les terroristes qui se mettent en noir quand ils vont faire un attentat. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus pour ce club. Merci Mathias, merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 18h, Thomas Huck, Sens Public, et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.